Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que Kafka a hésité à un moment de sa vie entre la création artistique et la création littéraire. Il a pratiqué le dessin très tôt. Son ami Max Brod, qui a été son mentor dès le départ, dès qu'ils se sont connus à l'université de droit, s'est rendu compte du talent assez étonnant qu'il avait dans cet art. En 1907, Kafka termine ses études, il doit penser à son avenir. Il est encore tout à fait indécis, le droit ne le passionnait pas. Il avait déjà commencé à écrire, il avait écrit des poèmes au début et puis il a laissé tomber les poèmes. En 1907, donc, il s'interroge, il a une crise. Il ne sait pas s'il veut devenir écrivain ou artiste. Max Brod va l'encourager à tenter sa chance dans le domaine de l'art. Et ça se passe là d'une façon tout à fait singulière, puisque Brod va faire la connaissance de jeunes artistes qui ont formé un groupe qui s'appelle les 8. Et ces artistes l'ont passionné. D'abord, ils faisaient un art tout à fait singulier et tout à fait d'avant-garde, puisqu'ils se faisaient les héritiers de Van Gogh, de Gauguin, et surtout d'Edvard Munch, qui avait été l'homme par qui tout est arrivé, ce qu'on a tendance aussi à dissimuler, tout ce qui était expressionniste, fauvisme, cubisme tchèque, etc., tout ça est sorti de là. Et ces jeunes gens donc faisaient des œuvres en rupture totale avec tout ce qui se faisait à l'époque. Il les a rencontrés par hasard, il les fréquente, il voit une expression d'eux, et il va essayer de les convaincre de prendre Kafka en leur sein. Kafka va voir l'un d'eux, on a même un témoignage, il voit un ancien camarade de lycée qui s'appelle Friedrich, qui va voir plusieurs fois dans sa vie à Berlin, et ce Friedrich a raconté la rencontre avec Kafka. Mais Kafka, les semaines et les mois passant, va prendre sa décision et il va renoncer à l'art. Mais il ne va pas renoncer au dessin. S'il fait le choix de l'écriture, toute sa vie, il va dessiner. Et c'est une chose assez singulière. Au bureau, par exemple, il dessine. Il a un moment où, en lisant des documents, machinalement, il dessine. Yanouch, qui a fait ses entretiens avec lui, le fils d'un de ses supérieurs à la compagnie d'assurance, Yanouch, vous le voyez dessiner, d'ailleurs, a certainement récupéré un certain nombre de ses dessins qu'il jetait ostensiblement Kafka. Il lui montrait que c'est pas important. On sait que Max Brod en a récupéré, lui aussi, puisqu'il les a même publiés dans ses souvenirs. Et l'on suppose même qu'il y en a un certain nombre en Israël actuellement dans un coffre. Alors c'est un grand mystère qui subsiste sur cette affaire-là. Cette intelligence graphique de Kafka n'a pas été indifférente à sa création. Il a utilisé un certain nombre d'éléments graphiques dans ses romans ou dans ses nouvelles. Et ça, c'est une chose assez particulière. On voit très bien des personnages qui sont soit en déséquilibre, en porte-à-faux, qui ont des postures tout à fait singulières. Et ça rappelle quand même les dessins que nous connaissons de lui, ils sont fort peu nombreux, mais c'est suffisamment beau et saisissant pour que ça donne une idée de ce qu'il aimait faire. Cette interférence permanente de l'art et de la littérature a été un des éléments fondateurs de l'originalité de son œuvre. C'est en 2002 que j'ai eu la chance d'être invité à faire une exposition sur Franz Kafka. Alors l'homme qui a désiré cette exposition à l'époque, c'était Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand était commissaire général pour la France de la saison tchèque et il tenait absolument à ce qu'il y ait une exposition Kafka. Tout ça s'est passé de manière assez difficile puisque les Tchèques n'étaient pas très chauds pour que l'on fasse cette exposition. Pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent pas Kafka comme un Tchèque, ce qui est totalement absurde, puisque Kafka était de nationalité tchécoslovaque, le citoyen tchécoslovaque, plus exactement, de nationalité juive, c'est encore le principe des nationalités. Ce qui les gêne, c'est
sans doute sa judéité, mais ça ils n'ont pas osé le dire, mais enfin ça c'était assez clair, mais c'était aussi le fait qu'il écrivait en allemand. Toute son œuvre d'ailleurs a été traduite très lentement en tchèque. On sait que le château a paru en 1938 par exemple et que les Allemands ont saisi les ouvrages qui étaient restés dans les stocks de l'éditeur. Et on sait même exactement combien il y avait de livres, et ce qui démontrait qu'il avait vendu fort peu. Il avait très peu vendu de livres de son vivant, il avait publié extrêmement peu. Max Brod donnait un mal de chien pour le pousser à publier, il avait même manigancé un voyage en Allemagne pour rencontrer un éditeur. Kafka a dit à ce propos une chose très amusante. Je suis allé dans une librairie à Prague, j'ai acheté 10 exemplaires, mais j'ai su qu'on en avait vendu 11. Qui est le 11e? Voilà, c'était pour dire un peu ce qui se passait à son propos. Chose d'ailleurs qui s'est révélée assez fausse finalement. Ce Kafka avait gagné une très grande réputation à Prague. Lorsqu'il meurt en 1924, un grand nombre de personnes sont venues à son enterrement avec la conscience qu'avec la disparition de Kafka disparaissait tout un monde, c'est-à-dire ce monde littéraire, ce monde intellectuel, ce monde culturel extraordinaire de langue allemande, juif et non juif, qui avait pris naissance à Prague à cette époque. Roger Pic m'avait téléphoné, un grand photographe qui était bien âgé déjà, c'est quelques mois avant sa mort, me dit écoutez, moi j'ai fait des photos, des répétitions et de la représentation de l'adaptation du procès qui a été faite par André Gide et montée par Jean-Luc Barrault, et j'aimerais bien, si vous le voulez bien, exposer ça au musée du Montparnasse. On serait très heureux parce que c'était une chose, c'était un bel événement, ça se passait je crois en 48. Alors j'ai dit formidable, merveilleux. Et quand je n'ai plus eu de lieu, parce que tout ça a été extrêmement laborieux, je suis allé le voir, je lui ai écouté monsieur Pic, voilà le problème, je n'ai plus d'endroit où exposer, puisque vous aviez l'idée de faire ça, pourquoi ne ferions-nous pas quelque chose ensemble? Et là j'ai commencé, et j'avais très peu de temps, à demander à un certain nombre d'artistes de réaliser des œuvres en partant soit de la vie de Kafka, soit à partir de son journal ou de sa correspondance, soit bien sûr de ses œuvres. La rencontre d'ailleurs la plus drôle qui s'est faite à l'époque, c'était avec mon vieil ami Sergio Birga, parce que Birga me dit, mais tu sais, moi j'ai fait des gravures sur bois, d'après les œuvres de Kafka, et j'ai fait ça dans les années 60, ça serait bien de les montrer. Ben, j'écoute, Sergio, c'est merveilleux, et nous allons montrer tes gravures. Et il a fait des œuvres intéressantes, donc il a fait toute une collection de gravures tout à fait extraordinaires, donc qui complète celle qu'il avait fait autrefois. Je suis parvenu à convaincre des artistes étrangers à faire ça, comme par exemple Santiago Arranz, qui a travaillé sur la colonie pénitentiaire, Fortina, qui avait travaillé sur les rêves de Kafka, parce que Kafka avait cette curieuse habitude de consigner ses rêves dans son journal, mais aussi dans ses lettres. Il envoyait ses rêves à ses amis proches, intimes, en particulier à Max Brod, évidemment. Et j'ai eu l'occasion ensuite de refaire l'exposition dans le sud-ouest de la France, dans le Tarn et Garonne, dans 4 lieux. Ça, c'était une expérience magnifique, très difficile à réaliser, mais c'est une expérience extraordinaire où sont venus d'autres artistes. Ce qui fera la grande différence de cette exposition avec les précédentes, c'est l'entrée en scène de créateurs qui travaillent sur le médium photographique. C'est le cas de Franck Delorieux, par exemple, et c'est le cas d'Esther Segal, qui ont fait des œuvres originales tout à fait récemment. Il y aura aussi, parmi les artistes qui étaient déjà présents, ceux qui ont changé complètement leur travail. C'est le cas de Laurie Karp. Laurie Karp avait fait des œuvres sur peau d'agneau, où elle a mis des mots-clés au fer rouge, comme ça, qui avait imprimé les lettres sur ces peaux. Alors on verra certainement quelques exemples de ces travaux-là, mais elle a fait surtout une nouvelle sculpture en céramique. C'est Solange Galasso qui a déjà fait un grand nombre de tableaux qui tournaient
autour de nouvelles de Kafka, La taupe géante et Le terrier, là a décidé de faire un travail tout à fait inédit sur la métamorphose de l'homme, qui avait fait une série de tableaux pour l'exposition que j'ai présentée à Orléans. Elle avait travaillé sur le chevalier au sceau, mais cette fois, elle va travailler sur une nouvelle encore plus brève, inachevée, qui tourne autour de l'idée d'un jouet, d'une toupie. Parmi les artistes qui m'ont accompagné depuis le tout début, il y a entre autres Anne Gourouben, qui a fait pour le musée Montparnasse des pastels, et elle a continué ce travail aussi bien en pastel qu'en dessin. Donc à chaque fois que je portais l'exposition, Anne Gourouben faisait des œuvres nouvelles. Ça sera peut-être pas le cas cette fois-ci, mais en tout cas on verra peut-être des dessins que je n'ai pas exposés jusqu'à présent. Il y aura également de très beaux portraits de Kafka qui ont été réalisés par Hans Baumann, qui lui alors utilise une technique qu'il va confondre, celle sur l'ordinateur, et par contre ça ne va pas l'empêcher d'utiliser la peinture. Un artiste assez singulier comme Gerardo Di Crolla, qui lui a travaillé sur le portrait des amis ou des femmes de Kafka. Également Valerio Pucci, alors lui, d'une façon beaucoup plus conventionnelle, ou du moins dans sa démarche au départ, a fait une série de portraits de famille. Donc il y a Kafka, son père, sa mère, ses sœurs, on voit Kafka au Café Arco. Donc il y a toute une série d'œuvres qui présentent Kafka de cette manière. Un nouveau venu qui est Didier Tola, qui lui a réalisé un certain nombre de dessins. Et là, ce sont des dessins qui sont plus proches de l'illustration, comme d'ailleurs un dessinateur anglais que j'aime beaucoup, qui est Nick Wadley, qui est quelqu'un aussi d'assez singulier, puisqu'il ne peint pas, il ne fait aucune autre chose. Enfin, il faut parler aussi des nombreuses créations qui ont été faites dans le domaine de la vidéo, puisque l'exposition contiendra 5 ou 6 films. Alors parmi ces films, il y a des films qui ont été faits par des personnes qui ont commencé par réaliser des œuvres. Alors je pense à Claude Jeanmart. Claude Jeanmart a fait des œuvres sur ordinateur tout à fait surprenantes. Il en a fait une grande série. Et puis, il a également réalisé avec sa femme Denise plusieurs adaptations, pour ne pas employer d'autres termes, de fragments de romans ou de nouvelles de Kafka. Il y a également Olivier de Chantry. Olivier de Chantry a fait un diptyque à l'origine sur Kafka, mais il a également réalisé une vidéo. Solange Galazzo a fait une vidéo avec Didier Tola, et puis ils ont chacun fait des travaux séparément, donc on sera extrêmement riche dans ce domaine. Je demande aux artistes d'être extrêmement précis dans leur recherche. Et il y a quelqu'un qui va manquer, qui est Jacques Vanarski. Alors Jacques Vanarski normalement sera présent avec une œuvre qui est La fenêtre où l'on voit se découper la silhouette de Kafka. Jacques a malheureusement disparu il y a quelques mois. Parmi les nouveaux arrivants dans cette exposition figure Albert Bitran, qui est un peintre d'origine turque, mais qui vit depuis l'après-guerre à Paris, qui a fait partie de la fameuse école de Paris. Depuis quelque temps, il a commencé une série de tableaux assez étranges, très hauts et étroits, où il utilise une phrase d'un poète, d'un écrivain. Il a commencé avec Arthur Rimbaud, il a continué avec Patricia Rufola, et là, je lui ai demandé s'il voulait bien faire un tableau pour l'exposition de Kafka, et il l'a fait, qui va trancher avec d'ailleurs la quasi-totalité des œuvres présentées, parce que ça reste un tableau abstrait pour l'essentiel. On va voir dans cette exposition donc la confrontation de ces univers, parfois d'origine très différente, puisqu'on a plusieurs artistes étrangers et des artistes de ces générations diverses. Donc Franz Kafka est venu à Paris à 2 reprises dans sa vie. La première fois en 1910, mais là il a dû rentrer presque immédiatement parce qu'il est tombé malade. Et il est revenu une seconde fois avec Max Brod et son frère Otto, et là il a pu faire un séjour beaucoup plus long. Il va voir beaucoup de choses sur la rive droite. Il ne va pas fréquenter Montparnasse. Il ne va pas fréquenter Montmartre, il ne va rencontrer aucun intellectuel, aucun artiste de cette période pourtant extrêmement riche. Non, il va se promener sur les grands boulevards, il va faire une excursion à Versailles,
Et entre autres choses, il va se rendre au musée du Louvre. Et ça, il le fait, d'après ce qu'on comprend dans ce journal, à 2 reprises. Max Brod et lui avaient un petit projet en venant à Paris. C'était de rédiger à 4 mains un guide, mais un guide original, un guide différent du Baedeker et des guides de l'époque. Ce projet, d'ailleurs, ils vont commencer à le réaliser et puis ils vont l'abandonner rapidement. Hein. Mais dans son journal, Kafka donc a pris des notes sur sa visite à Paris et il raconte en particulier la visite au Louvre. Et là, il fait des petites notes d'ailleurs assez malicieuses comme celle-ci. Rassemblement des visiteurs avant l'ouverture du Louvre. Les jeunes filles s'asseyent entre les hautes colonnes, lisent le Baedeker, écrivent des cartes postales. Donc vous voyez, il y a une petite note comme ça, anecdotique sur la chose. Et il va, malheureusement parler peu de peinture, il va parler de l'art grec. Même si l'on marche le plus lentement possible autour de la Vénus de Milo, son aspect subit des changements rapides et surprenants. J'ai fait quelques remarques, dont l'une a été malheureusement forcée sur la taille et la draperie, dont certaines étaient justes. J'aurais besoin d'une reproduction plastique pour me les rappeler, et concernait principalement la façon dont le genou gauche plié détermine ce qu'on voit sous tous les angles, bien que ce ne soit parfois que dans une faible mesure. La remarque forcée, on s'attend que le corps s'amincit subitement au-dessus de la ligne, où la draperie cesse, et en fait, il commence par s'élargir. La robe qui tombe ici est retenue par le genou. Ce qui l'intéresse en Vénus de Milo, c'est pas que ça soit un exemple très frappant de l'art grec ancien, mais plutôt une manière curieuse de mettre en position le corps. C'est un mouvement qu'il saisit, et c'est ce qu'il fait dans ses dessins, de mettre en relief ce que le corps humain peut exprimer de particulier, d'étrange, de burlesque.